Je vous souhaite la bienvenue à l'épisode numéro 7, podcast Catalogue de l'assistant. Cet épisode est un épisode très spécial. Nous allons parler du système éducatif français, système éducatif allemand, la différence entre le système éducatif français et le système éducatif des autres pays, du DELF et du DAF et son importance pour les assistants de langue et tout le monde. On va commencer avec quelques performances. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mélissa Makaya et je suis apprentie chez France Éducation Internationale. Quand on arrive au collège-lycée, on va avoir, parfois les établissements sont séparés, donc on peut avoir un directeur pour un collège, un directeur pour un lycée. Parfois c'est ensemble, donc on va avoir un chef d'établissement qui gère le tout. Je suis un assistant d'anglais à partir de l'Académie de Besançon et je suis avec Pénélope. J'ai 26 ans et je suis assistante de langue française dans une école primaire bilingue en Allemagne, en Rhénanie-Palatinat. Le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. Ensuite, on passe au DALF parce qu'il certifie officiellement dans le monde entier votre niveau en français. Donc moi, je suis assistante en Grundschule, donc en école primaire, de 6 à 7 ans. C'est la erste Klasse, de 7 à 8 ans, zweite Klasse, dritte Klasse de 8 à 9 et de 9 à 10, vierte Klasse. Donc, Please the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major left, and from your lips sweet Rudy, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'épisode numéro 7 du podcast Catalogue de l'assistant. Ici, nous parlons de la vie de l'assistant, l'expérience de l'assistant en France et à l'étranger, et tout ce que tu dois savoir sur le programme de l'assistanat. Et donc, cet épisode est un épisode très spécial. Et dans cet épisode, je vais vous jouer quelques vidéos de la semaine de la francophonie. J'ai fait quelques interviews. Donc, nous allons parler du système éducatif français. Nous allons parler du système éducatif allemand. La différence entre le système éducatif français et le système éducatif des autres pays. Nous allons aussi parler du DELF et du DALF. Je vais aussi jouer quelques performances de quelques assistants ambassadeurs lors de la journée de la francophonie ou bien la semaine de la francophonie que nous avons célébrée à Sèvres. On va commencer avec quelques performances. OK, donc moi je suis Elvis Fiati, assistant ambassadeur du Ghana et assistant de langue anglaise dans l'Académie de Poitiers et je suis votre animateur. Et là, on peut commencer par une performance très chouette de Yats, qui est assistant ambassadeur. J'ai aussi d'autres entretiens. J'ai eu d'autres entretiens avec d'autres personnes. Donc, je vous présente alors Mélissa Makaya, qui est chargée des assistants ambassadeurs au sein de FEI, France Éducation Internationale. Donc, j'ai eu un entretien avec elle. Donc, on passe à ça. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mélissa Makaya et je suis apprentie chez France Éducation Internationale au sein du service des assistants de langue et de la mobilité. Et donc, je m'occupe du programme des assistants ambassadeurs. J'ai également été assistante de langue en Italie, dans la région de Calabre. Et ce fut vraiment une expérience enrichissante pour moi, sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Donc, j'ai découvert une autre culture, une autre région. Et j'ai vraiment apprécié travailler main à main avec une professeure de français. Afin de vérifier et surtout étudier les différentes techniques d'enseignement qui est assez différente de la France.
Et c'était vraiment intéressant, je trouve. Et cette expérience m'a beaucoup aidée puisque aujourd'hui je m'occupe comme je l'ai dit, du programme des assistants ambassadeurs. Et du coup, cette expérience en tant qu'assistante de langue me permet de mieux comprendre le programme d'assistant ambassadeur et de également comprendre leurs tâches, leur travail, puisque je suis passée par là. Et ensemble, nous essayons de trouver des solutions, des idées pour faire connaître ce programme, mais aussi améliorer le rôle de l'assistant de langue, mais aussi assistant ambassadeur. Je ne peux que recommander le programme d'assistant de langue, puisqu'il permet, encore une fois, de découvrir une autre culture, d'enseigner dans un pays étranger, et puis de s'ouvrir sur le monde. J'ai vraiment aimé les 7 mois passés en Italie, et aujourd'hui, j'ai plus de facilité à m'ouvrir et à communiquer avec d'autres personnes, que ce soit des Français, Italiens. Donc voilà, je vous encourage à postuler à ce programme qui d'ailleurs est gratuit. Toutes les informations sont sur France Éducation Internationale. Donc cette année, depuis le mois d'octobre, je travaille avec les assistants ambassadeurs pour trouver des solutions, pour valoriser le programme d'assistant de langue et le faire connaître tout simplement. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec ces assistants ambassadeurs qui sont hyper motivés et qui sont plein de bonnes idées. Donc, nous allons passer à une interview que j'ai fait avec Abigail. Abigail est assistante ambassadrice de la langue française au Canada. Donc, elle nous a parlé du système éducatif français, comment ça fonctionne, et comment l'évaluation se passe, les études universitaires, du coup primaire, de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, suivons Abigail. Ok, donc première question, peux-tu décrire les différents niveaux d'études dans le système éducatif français, expliquer les principales caractéristiques en termes d'âge ou autres facteurs? Donc le système éducatif français est obligatoire pour les enfants de 3 à 16 ans. On commence par la maternelle, 3 ans d'école maternelle, donc de nos 3 ans jusqu'à nos 6 ans à peu près. Donc on commence des apprentissages, en fait c'est simplement l'intégration qui se fait ici des jeunes. On commence tout doucement à parler un peu de langage, de lettres, mais on n'apprend pas encore l'écriture ou la lecture. C'est beaucoup centré sur le jeu. À 6 ans à peu près, on commence l'école élémentaire. Cette fois on a 5 années. Donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2. À partir du CP, on commence à enseigner la lecture, l'écriture. Et puis progressivement, on va intégrer mathématiques, les langues vivantes dès le CP aussi, donc l'anglais en général, même si ça peut aussi être l'espagnol ou l'italien, tout dépend où on se trouve. Et ensuite des matières comme les sciences naturelles, histoire, géographie, les arts, le sport. Voilà. Après cela, on arrive au collège, 4 années au collège, 6e, 5e, 4e, 3e, on compte à l'envers. Et donc les matières sont plus ou moins les mêmes. On intègre la physique, chimie et la technologie aussi, choses qui ne sont pas forcément faites en primaire. Très progressivement, on intègre aussi une 2e langue vivante. Donc en général, du coup, souvent la première étant l'anglais, on se retrouve avec allemand, italien ou espagnol. Dans certaines écoles, on peut avoir de la diversité en fonction des professeurs. On peut avoir parfois du chinois, du russe, du portugais. À la fin de la 3e, on passe un examen qu'on appelle le brevet des collèges. Donc partie écrite en français, maths, histoire, géographie, et une partie orale. On a besoin de ce diplôme pour pouvoir accéder au lycée, qui sont donc les 3 dernières années. On a la seconde, première, et on termine par la terminale. Donc nos 3 années de lycée, la seconde est assez générale. On a aussi bien sûr le choix de partir dans des écoles professionnelles, ou alors du coup sinon en général, où on a toujours les mêmes matières, hein, maths, français, les langues, les sciences humaines, les sciences naturelles. Souvent on peut choisir une petite spécialité déjà pour s'aider un petit peu, parce qu'ensuite on va faire des choix beaucoup plus restreints. On va essayer de se spécialiser à partir de la première. Donc on va avoir toujours un tronc commun obligatoire qui est à base de maths, français, anglais, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite on va pouvoir choisir tout un panel de matières. Donc
Si on veut faire plutôt, donc à l'époque, on avait des menus entre guillemets, hein, S scientifique, S économique, social, littéraire. Maintenant, on choisit nos cours, donc ça ressemble plus ou moins à ce qu'il y avait à l'époque, mais on peut prendre sciences naturelles et économie si on veut. Voilà, donc on choisit nos cours. Et en terminale, on va avoir une partie de l'année pour passer pour l'examen final qui s'appelle le baccalauréat, une partie en contrôle continu et une partie d'examen finaux, avec notamment l'introduction de la philosophie en terminale aussi, obligatoire, et la fin du français, puisqu'on passe l'examen de français en première. Ok, donc deuxième question, comment fonctionnent les différents bureaux de gestion des établissements scolaires en France? Alors, à l'école primaire, on a un directeur, une directrice qui vient s'occuper de la gestion de toute l'école. Soit, en fonction de la taille de l'école, il est en temps plein directeur. Si c'est une plus petite école, on va dire qu'il a une décharge, donc il a une classe, mais 1 ou 2 jours par semaine, il va être déchargé de sa classe pour pouvoir s'occuper de l'administratif, en fait, hein, voilà. Les absences, les correspondances avec les parents, les budgets pour les projets d'école, toutes ces choses-là. Quand on arrive au collège-lycée, on va avoir, parfois les établissements sont séparés, donc on peut avoir un directeur pour un collège, un directeur pour un lycée, parfois c'est ensemble, donc on va avoir un chef d'établissement qui gère le tout, en fait, et ensuite on va avoir des directeurs par pôle, donc un directeur au collège, un directeur au lycée. On peut avoir aussi, si on descend encore un peu en dessous dans la hiérarchie, on peut avoir des professeurs référents par niveau scolaire, en terminale première, seconde, souvent, c'est le cas. On va aussi avoir le CPE dans l'école. Lui, il est là pour s'occuper principalement à l'origine des emplois du temps. Il gère aussi les absences des élèves, c'est vers lui qu'on va se tourner en cas de retard. Des conflits au sein des élèves dans les écoles, des conflits d'emploi du temps, ces choses-là. Troisième question. Quels sont les piliers d'éducation française tels que définis par le système éducatif? Donc je vais faire un petit peu la pyramide du système éducatif en France. Donc tout part du ministère de l'Éducation. À la tête de ce ministère de l'Éducation nationale, on a le ministre. En dessous, on va avoir un système aussi académique. Chaque académie a un rectorat, avec un recteur qui va s'occuper de tout le système, que ce soit secondaire, primaire, supérieur. Tout est géré par ces rectorats. Voilà, on délègue un petit peu dans toutes les régions de France, les régions académiques. Donc, dans ce rectorat, on va avoir plusieurs pôles. On va avoir ce qu'on appelle la DSDEN. Lui, c'est le pôle qui va s'occuper des enseignants, des élèves, voilà, de tout ce qui s'occupe vraiment l'école à proprement parler. À l'intérieur de ça, on va avoir les inspecteurs, par exemple, de l'éducation nationale, les professeurs, les élèves, tout ce genre de contact qui se fait vraiment avec l'enseignement scolaire. On va avoir d'autres pôles vraiment très diversifiés qui vont être en lien avec l'éducation, mais qui vont toucher aussi à d'autres choses, comme par exemple, on va avoir des délégations internationales et régionales qui vont s'occuper des mobilités entre les professeurs, des mobilités élèves. On peut avoir des pôles comme ce qu'on va appeler le CASNAV, lui qui va s'occuper de l'intégration des élèves issus de l'immigration notamment, avec tout ce qu'on appelle les classes par lire parfois, ou j'ai oublié le nom de UPE2A, les classes UPE2A, où on enseigne le français aux élèves issus de l'immigration à temps partiel, on va dire, pour qu'ils puissent s'intégrer plus facilement dans leur classe. On a encore bien d'autres pôles dans ces rectorats, voilà. Ensuite, on a en dessous du coup de ce rectorat qui va gérer tous les professeurs, on va avoir les inspecteurs, les professeurs et les écoles. Quatrième question. Quels sont les avantages d'étudier dans les universités françaises, étudier des programmes et universités à suggérer aux assistants de langue? Un avantage majeur de l'enseignement en France, c'est qu'il est gratuit, presque gratuit. Même si pour les étudiants internationaux, on paye un petit peu, ça reste quand même des prix abordables par rapport à d'autres pays où l'enseignement est vraiment très très cher. Donc ça, c'est quand même une des plus belles choses de notre programme, c'est d'avoir accès à cet enseignement de manière presque quasiment gratuite. On a affaire, comme dans toutes les universités du monde entier, à des professeurs très compétents, doctorants, donc des cours de qualité forcément. On peut avoir des programmes plus ou moins chargés, mais assez diversifiés. On va avoir en général entre 8 et 10 cours, donc on est vraiment
assez polyvalent, donc ça c'est aussi intéressant. Des programmes intéressants qu'on a à l'université, bien sûr, le programme Erasmus, qui est un programme européen, qui permet d'aller étudier dans des universités partenaires, de faire un échange. Ça, c'est un programme très très intéressant, très important, qui est vivement recommandé. Beaucoup d'étudiants essaient de le faire. Un autre programme, du coup, qui est très intéressant et qui est aussi proposé dans les universités, souvent, c'est ce fameux programme d'assistanat, en fait, hein, simplement, qu'on propose beaucoup aux étudiants français. Est-ce que j'ai d'autres programmes? Je dirais que ce sont les deux programmes majeurs, hein, avec Erasmus, qui a effectivement, qui a le monopole. C'est le plus grand programme qui est proposé. Après, bien sûr, on a des programmes de stage d'été, des choses comme ça. Mais voilà, je m'attarderai pas trop parce que je les connais moins. Des universités à recommander, je dirais qu'il n'y a pas de sous-universités. Les universités sont toujours des établissements de prestige. Donc, peu importe où on va, on ressort avec un diplôme de qualité. Bien sûr, quand on entend une université de prestige, on pense tout de suite à Sorbonne, Paris, qui a une très très belle réputation. Mais au-delà de ça, des super universités, on en trouve à Lyon, par exemple l'université Lyon 3, l'université Lyon 1 aussi dans le domaine scientifique, qui est une très belle université, l'université de Bordeaux, qui est aussi très très réputée. Je pourrais aussi parler de celle de Toulouse, ou même de Strasbourg. Lille aussi. Voilà. Venir étudier en France, c'est pas forcément venir étudier en français. On a effectivement beaucoup de facultés dans une université de droit, de langue, de l'administration des affaires, commerce évidemment aussi. Mais on trouve aussi parfois dans certains établissements, on a la possibilité d'étudier intégralement dans une autre langue. Le plus souvent en anglais. Je m'y connais très peu, mais par exemple à Lyon, on peut venir une année complète étudier en anglais. C'est possible. On a un programme qui s'appelle le programme SELF, et donc les étudiants viennent en échange, mais étudier en anglais des matières qu'ils le souhaitent. Donc c'est possible. Ok, donc on a deux modalités pour candidater dans une université française. Premier cas de figure, si on est à l'étranger, on va passer par la plateforme Campus France, sur laquelle on va postuler aux universités et qui va nous sélectionner pour une université en particulier. Et donc toutes les démarches se font à travers cette fameuse plateforme. Si on se trouve déjà en France et qu'on est étranger, on a la possibilité de passer directement par la plateforme qu'on utilise ici, qui s'appelle Mon Master, qui est toute récente et sur laquelle on postule directement pour nos masters. Tout est généralisé, centralisé. On remplit nos informations, on met nos lettres de motivation, les documents que chaque université a besoin pour éplucher nos dossiers, et c'est dans la boîte. Alors, une autre question, quels sont les mécanismes de suivi et d'évaluation mis en place pour évaluer la qualité de l'enseignement et des programmes? Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que chaque enseignant qui travaille pour l'éducation nationale a passé un concours. On a été sélectionné après plusieurs épreuves écrites et orales, et on est tenu de respecter des programmes nationaux qu'on appelle les bulletins officiels. Il y en a pour chaque cycle. Un cycle du coup maternel, 2 pour la primaire, et ensuite on a le bulletin pour le collège et le lycée bien sûr, qui nous donne les compétences que les élèves doivent acquérir à l'issue de l'année. Donc on a vraiment tout qui est cadré, on sait où est-ce qu'on doit aller. Là où il y a la liberté pédagogique de l'enseignement, c'est le comment en fait. Du moment qu'on arrive à ce point final, cette compétence acquise, cette notion acquise, on peut le faire de la manière plus ou moins qu'on le souhaite. Bien entendu, on est surveillé, on peut pas faire n'importe quoi en classe. Donc c'est là qu'entrent en jeu les inspecteurs de l'éducation nationale qui visitent les professeurs plusieurs fois par an. On a aussi les conseillers pédagogiques qui eux visitent, mais sont là pour donner un appui, donner du soutien, de l'aide, des conseils bien sûr, des conseillers. Hein. Ils n'ont pas le même pouvoir que les inspecteurs qui eux vont décider vraiment si le travail est bien fait ou pas assez bien fait, qui sera des conséquences. Voilà comment ça fonctionne pour les professeurs. Et l'évaluation du côté des élèves, eh bien c'est une évaluation en contrôle continu dans chaque matière. Quand on est enfant, on tend de plus en plus vers l'évaluation positive. On note avec peut-être des lettres, à l'époque des points, de couleurs. Parfois on essaie de simplement pas mettre de notes à proprement parler, simplement de savoir finalement c'est ça le fond, hein, c'est est-ce que la notion a été acquise. Donc voilà. Et quand on arrive au collège lycée en revanche,
on va passer par des évaluations sur table avec une note sur 20. Voilà, c'est le système scolaire français, note sur 20. Vas-y. Alors, peux-tu expliquer comment les établissements scolaires en France intègrent les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et l'apprentissage? Donc déjà, tout le système maintenant est informatisé. Donc à chaque niveau scolaire, pour faire le lien avec les parents, notamment pour les notes, les devoirs, pour partager des informations, on va passer par des plateformes. Donc quand on est à l'école primaire, par exemple, une plateforme qui est mise en place par le ministère, c'est maclasse.com par exemple, maclasse.com, où on va pouvoir faire des mails généralisés, mettre des photos, raconter la journée des élèves, pour tenir au courant de ce qui se passe, vraiment que les parents soient comme s'ils étaient à l'école aussi. Collège-lycée, on va utiliser la plupart du temps Pronote. C'est pas obligatoire, on peut utiliser d'autres plateformes, mais Pronote est une des plus connues, surtout dans le système public. Et donc pareil, le lien se fait entre les élèves, les parents et les professeurs. Pour le courriel par exemple, les mails, les notes aussi, on va retrouver nos bulletins de notes en ligne, des devoirs à faire sur ces plateformes. Quand on arrive au niveau post-secondaire, supérieur, on va utiliser la plupart du temps Moodle, une plateforme sur laquelle on va retrouver, pour le coup, les PowerPoint de nos enseignants, les documents auxquels ils veulent qu'on ait accès, qu'on doit imprimer. On va retrouver nos notes, on va retrouver nos bulletins scolaires, toutes ces choses-là qui sont sur Moodle et sur l'intranet. Voilà, tout est numérisé. On a aussi une boîte universitaire de courriel. Donc toutes ces choses-là. Encore une autre manière d'intégrer les technologies maintenant dans toutes les écoles, à tous les niveaux. On va de plus en plus savoir, c'est très rare maintenant de ne pas avoir d'école sans vidéoprojecteur. On va aussi avoir beaucoup de tableaux interactifs, des choses comme ça. Donc on fonctionne énormément avec les technologies au quotidien. Y a-t-il une similitude entre le système éducatif français et celui de ton pays d'accueil? Donc moi je suis assistante de langue française au Canada. Donc en termes, on va dire, dans l'ensemble c'est un système assez similaire. Pareil, on va avoir la maternelle. Par contre, l'école commence à 5 ans là-bas, donc on commence un petit peu plus tard. On a quand même la maternelle, primaire, l'école secondaire, et ensuite on arrive dans le niveau supérieur, post-secondaire. Donc c'est assez similaire en termes de structure, bien sûr. On n'a pas forcément d'examens finaux au Canada, comme on a nous à la fin du collège et du lycée. En revanche, on va vraiment passer par cette pédagogie du jeu, beaucoup de jeux, beaucoup d'évaluations positives. Et d'inclusion. Donc sur ces points-là, on est assez similaires. En termes de nombre d'élèves dans les classes, c'est pareil, c'est assez similaire. Je dirais que petite différence en revanche, c'est que les systèmes scolaires sont gérés au niveau provincial, au niveau des conseils scolaires, pas forcément au niveau du pays en entier. Donc chaque province a sa propre gestion des écoles, sa propre division scolaire. Donc on va avoir le système d'écoles anglophones, où tous les cours sont dispensés en anglais. On va avoir le système d'écoles francophones aussi, donc notamment au Québec, mais aussi dans toutes les autres provinces où le français est minoritaire. Dans ma province, par exemple, on a une trentaine d'écoles francophones qui font partie de la division franco-manitobaine, où le système scolaire est intégralement en français cette fois-ci. Et on a aussi le système qui est plutôt rattaché au système anglophone, mais d'écoles d'immersion, où à ce moment-là, les cours sont dispensés en français, mais la plupart des élèves issus de ces écoles sont à l'origine anglophones. Donc on commence l'enseignement en français, mais avec des élèves qui ne parlent pas encore la langue, qui l'apprennent à l'école scolaire. Donc voilà, sur ça on a des petites différences. Nous remercions très sincèrement Abigail pour sa présentation sur le système éducatif français. Maintenant, nous allons passer au DELF et DALF et son importance aux assistants de langue. Donc, j'ai mon ami assistant ambassadeur du Kenya qui a fait un entretien avec Pénélope, qui est aussi assistante ambassadrice de la langue française en Allemagne. Donc, Pénélope est habilitée pour le DELF et le DALF. Donc, suivons ça. Bonjour, aujourd'hui, on va aborder le sujet de DELF-DALF et son importance pour les assistants de langue. Je suis Kenyon et je suis un assistant d'anglais affecté de l'Académie de Besançon. Et je suis avec Pénélope. J'ai 26 ans et je suis assistante de langue française dans une école primaire bilingue
en Allemagne, en Rhénanie-Palatinat. Enchanté Pénélope. Pénélope, Enchanté. est-ce que tu peux me dire c'est quoi le DELF? Alors, le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française, donc il concerne les niveaux élémentaires A1, A2, puis les niveaux intermédiaires B1 et B2. Et ensuite, on passe au DALF, donc c'est le diplôme approfondi en langue française. Donc là, ça concerne les niveaux C1 et C2, donc les niveaux avancés et entièrement autonomes. Ok, et à ton avis, c'est quoi l'importance de passer cet examen de DELF ou DALF pour les assistants de langue? C'est très bien de passer ce diplôme-là, parce qu'il certifie officiellement dans le monde entier votre niveau en français, et il est reconnu également évidemment par les universités, dans le monde professionnel aussi. Je pense que ça peut être un atout certain, et il est délivré par France Éducation Internationale, où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais vous pouvez passer l'examen dans les instituts français, les alliances françaises, en France et dans beaucoup de villes du monde entier. Et c'est quoi les procédures pour cet examen? Alors, ça dépend. En tout cas, sachez pour vos élèves que pour les collèges et les lycées, il y a beaucoup d'écoles qui organisent le DELF. Donc, vous pouvez passer le DELF scolaire, et donc vous bénéficierez d'un tarif préférentiel. Et donc, pour les écoles primaires, il y a aussi maintenant le DELF prime. Donc, c'est possible de passer des plus petits niveaux A1, A1+, A2. Et il y a également des universités qui organisent le DELF. Donc, renseignez-vous auprès de vos universités. Et sinon, vous pouvez le passer à titre individuel. Et dans ce cas-là, il faut se renseigner auprès de France Éducation Internationale, les instituts français, les alliances de votre pays, de votre région ou de la grande ville la plus proche. Alors, moi, j'ai été habilitée à être examinatrice correctrice du DELF, donc pour les niveaux A1, A2, B1 et B2, mais aussi pour le DELF prime. Donc, on peut suivre également la formation en ligne, mais il faut la compléter par une formation en présentiel, donc en face à face. Donc moi, je l'ai passé personnellement à l'Institut français de Mayence, en Allemagne, en Rhénanie-Palatinat. Et nous étions de nombreux autres assistants de langue française à suivre ce stage de formation, donc qui dure plusieurs jours, durant lesquels on nous apprend à corriger les épreuves écrites comme les épreuves orales du DELF. Et voilà, après, si on veut corriger le DALF, c'est une autre formation à suivre. Bien entendu, pour pouvoir corriger le DALF, il faut avoir été habilité pour le DELF. Voilà, puisque c'est des niveaux supérieurs. Voilà, donc moi j'ai eu l'occasion du coup de corriger, d'être juré pour des épreuves orales en Allemagne, et j'ai aussi eu l'occasion d'accueillir les classes, de surveiller les salles, d'expliquer le contenu des épreuves en allemand quand c'est des plus petits niveaux A1 et A2, et en français quand c'est des B1 et des B2. Pour les jurés, donc nous sommes toujours 2 pour les épreuves orales, pour corriger le candidat. Et pour les écrits, on corrige à titre individuel, mais il y a quelqu'un qui corrige également pour faire une double correction, justement. Voilà. Et donc les corrections ont lieu en général dans les instituts français, les alliances françaises ou dans les établissements scolaires. Alors toi, Kevin, tu as passé le diplôme. C'était quel niveau? C'était le DELF, le DALF? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'oral, l'écrit? Oui, je me souviens, c'était il y a 4 ans, je crois. J'ai terminé mes études au lycée et j'avais déjà un bon niveau en français, mais je n'avais pas une certification, donc je suis allé à l'Alliance française et je me suis inscrit pour passer un examen de DELF B2. Et juste pour vous donner un structure, il y avait 4 parties. Il y avait la partie de la compréhension orale, la compréhension écrite,
la production orale et la production écrite. Ouais. C'était au Kenya ou en France? Oui, c'était au Kenya, dans l'Alliance française de Nairobi. Ouais. Et c'était, tu te souviens un petit peu du prix de l'examen? Du prix, oui. Je vais parler en monnaie kenyan. Pour moi, parce que je n'étais pas étudiant à l'Alliance française, j'ai dû payer 12 000 shillings. En euros, ça c'est comme 80 euros. Ouais. D'accord. Mais si tu avais été étudiant c'est à moins l'Alliance? cher. Oh, c'est moins cher. Ah oui, si d'accord. Donc, j'étais étudiant, ça pouvait être moins cher. D'accord. Donc il y a vraiment des tarifs spéciaux, il faut se renseigner. Donc il y a des réductions pour les élèves. Moi, j'étais pas étudiant à l'Alliance française et c'est pour ça que mon prix était un peu cher. Et quelle était l'épreuve la plus facile et la plus difficile? Oh, c'était tout difficile, hein, parce que j'ai pas passé des cours là, mais je me souviens au niveau de l'expression orale, c'était la partie la plus facile parce que je pratiquais au niveau de l'oral, mais je n'avais pas fait assez de pratiques au niveau de la compréhension orale. Donc l'écoute, lorsqu'on écoutait des audios pour répondre aux questions, c'était hyper difficile. Mais maintenant, je pratique ici en France, c'est un peu, ça va. Ouais. Et avant de passer l'examen, tu avais étudié le français dans quel cadre? J'étais élève, j'avais des cours au lycée, des cours de français, c'était comme 3 heures par semaine. Et à la fac, et j'avais 3 heures de cours de français, comme 3 heures par semaine. Parce que je faisais un diplôme en sciences politiques et puis on avait des unités des langues étrangères. Et j'ai choisi le français. Et pourquoi tu conseillerais à d'autres personnes de passer cet examen? Pour moi, cet examen, ce certificat, il a joué un rôle clé dans mon travail comme assistant de langue. Parce que d'abord, au Kenya, pour devenir assistant, il faut avoir au moins un niveau B1. Moi, j'avais déjà avec le niveau B2, j'avais beaucoup plus de chances et beaucoup plus de l'opportunité d'être prise pour ce rôle. Aussi, pour chercher les stages et les emplois, le certificat m'a aidé beaucoup. Et c'est pour la jeunesse, je vais vous dire que si vous avez envie de travailler dans le domaine francophone, ce certificat est très utile. Ah, donc oui, c'est vrai que, par exemple, si vous voulez être assistant de langue ou poursuivre votre assistanat, pouvoir justifier d'un niveau de langue grâce au DELF en particulier, ça peut être un réel atout. Moi, dans mon cas, c'était avec l'examen Goethe pour l'allemand, qui est à peu près l'équivalent. Mais voilà, c'est vrai que c'est souvent une plus-value dans votre parcours. Et il faut savoir aussi que le diplôme, normalement, techniquement, est valable 3 ans ou 5 ans, il me semble. Je suis pas sûr. Moi, en tout cas, normalement, mon habilitation pour corriger est valable 5 ans. Et après, normalement, nous devons repasser la formation pour réactualiser nos connaissances et nous mettre à jour. Voilà. Mais je crois que le diplôme a effectivement une fin de validité, mais par exemple, si vous vivez déjà dans le pays en question, c'est peut-être pas forcément nécessaire de repasser tout de suite le diplôme. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Cet épisode sera diffusé chaque vendredi et chaque mercredi à partir de 17h heure universelle et 18h heure de Paris. Et là, ça c'était Kevin qui a eu un entretien avec Pénélope. Et là, moi-même, j'ai eu un entretien avec Pénélope sur le système éducatif allemand, puisqu'elle est assistante ambassadrice de la langue française en Allemagne. Et elle enseigne là, elle a été habilitée au DELF, niveau DELF, en Allemagne. Donc, elle a un peu de connaissances sur le système éducatif allemand. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Elvis Fiati, assistant de langue anglaise dans l'Académie de Poitiers, assistant ambassadeur du Ghana et je suis animateur du podcast. Aujourd'hui, j'ai mon invité Pénélope
qui est assistante ambassadrice de langue française en Allemagne. Et donc, elle va nous parler du système éducatif allemand. Bienvenue, Penelope. Merci. Comment va l'Allemagne? Bien. Est-ce que tu peux nous donner un avis général sur le système éducatif allemand? D'abord, il faut savoir que c'est très différent du système français, puisqu'en France, maintenant, depuis quelques années, on a l'école maternelle qui est obligatoire. Avant, ce n'était pas le cas. Tandis qu'en Allemagne, on a ce qui s'appelle le Kindergarten, donc le jardin d'enfants, et les parents décident s'ils veulent mettre leur enfant ou pas au Kindergarten. Donc entre 3 et 6 ans à peu près. Et ce n'est pas vraiment comparable c'est peut-être une sorte de mix entre l'école maternelle et la crèche en Allemagne, mais il y a beaucoup en fait de femmes qui s'occupent de leur enfant très tard. Il me semble que le congé maternité peut aller jusqu'à 3 ans. Donc il y a beaucoup de femmes qui restent au foyer pour s'occuper de leur enfant. Et si elles travaillent, elles peuvent mettre leur enfant au Kindergarten, par exemple. Donc moi, je suis assistante en Grundschule, donc en école primaire. Donc en école primaire en France, les classes vont du CP au CM2, de 6 à 11 ans. Tandis qu'en Allemagne, chaque région s'organise comme elle le souhaite, étant donné que c'est un système fédéral. Donc moi, je peux pas vous expliquer pour toutes les régions d'Allemagne, puisque c'est très différent. Mais il y a des régions où il y a 4 classes en école primaire, d'autres où il y a 5 classes, d'autres où il y a 6 classes, etc. Donc moi, par exemple, en Rhénanie-Palatinat, il y a 4 classes, donc de 6 à 7 ans. C'est la erste Klasse, de 7 à 8 ans, zweite Klasse, dritte Klasse de 8 à 9, et de 9 à 10, vierte Klasse. Donc c'est les numéros 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on arrive au gymnasium, par exemple, qui est la filière généraliste. Donc c'est le collège et le lycée en même temps. Mais ça peut aussi être un enseignement plus technique ou professionnel. Donc ça peut être la Gesamtschule et ça peut être la Realschule. Et donc ça, c'est 3 types de collèges-lycées différents. Un petit peu comme en France, on a le lycée général, professionnel et technique. Et ensuite, on passe l'Abitur, le baccalauréat. Et on arrive, grâce à cet Abitur, on peut travailler, on peut étudier à l'université. Et chaque université, évidemment, a ses spécialités aussi, ses disciplines. Par exemple, à côté de chez moi, il y a Trier, donc Trèves, où il y a une université qui est plutôt spécialisée en pédagogie. Donc les personnes qui veulent devenir professeurs, elles vont plutôt aller dans cette ville-là, plutôt que dans une autre ville de la région, etc. Ça veut dire que ce type d'institutions ou bien d'écoles ou bien universités sont situées dans une ville précise? Oui, ça veut dire qu'il faut bien se renseigner si par exemple on est allemand, pour savoir dans quelle région, ou si on est un Français qui veut étudier à l'étranger, dans quelle région se trouve quelle spécialité. Et puis il y a des universités qui sont plus ou moins bonnes. Je pense qu'il doit y avoir un classement aussi des meilleures universités d'Allemagne, voilà, etc. Est-ce qu'il passe aussi quelque chose comme le brevet d'études en passant du collège au lycée? Est-ce qu'il y a un examen national comme en France? La sélection, en fait, en Allemagne se fait beaucoup entre l'école primaire et le collège du lycée. Parce qu'on décide dès la fin de l'école primaire, voire même avant, parce qu'il y a des écoles primaires pour des enfants qui ont plus de difficultés aussi. Si on veut que l'enfant poursuive sa scolarité plutôt en général, ou plutôt en technique, ou en professionnel. Donc il y a une grosse sélection entre l'école primaire et le collège-lycée. Okay. Et l'Abitur n'est souvent obtenu que vers l'âge de 19 ans en Allemagne. Donc les étudiants allemands sont souvent plus âgés, tandis qu'en France, au baccalauréat,
c'est plutôt autour de 18 ans. Et est-ce qu'ils ont quelque chose comme le BTS et tout, plutôt plus technique, comme en France, le brevet de technicien, quelque chose comme ça? Ça correspond beaucoup aux établissements autres que le gymnasium dont j'ai parlé, je pense. Je suis pas du tout une experte dans le domaine, donc c'est à vérifier. Mais pour la Realschule, pour la Gesamtschule, je crois aussi, il y a beaucoup plus de stages professionnels en fait dans le milieu de l'entreprise, comme en France dans les collèges, lycées professionnels ou techniques. Et par la suite, on peut faire, si on ne va pas à l'université, on peut faire une Ausbildung, donc c'est une formation avec des cours et une alternance justement en entreprise. Donc l'Ausbildung, ça correspond un petit peu à ce système, je pense, plus professionnel. Voilà. Est-ce que c'est facile d'enseigner le français en Allemagne? Alors moi, je suis dans une école primaire bilingue, donc il y a les cours où on fait une partie en allemand, une partie en français. Ça peut concerner toutes les matières, donc mathématiques, arts plastiques, musique, même sport. Et il y a des cours où j'enseigne seule à des demi-groupes. Et donc là, ça s'appelle, donc les premières s'appellent les classes bilinguales, et les deuxièmes c'est les classes IFA. Donc là, c'est des classes où ils ont une fois par semaine du français. Donc là, tout le cours est en français. Voilà, c'est la différence entre ces deux types de classes en Allemagne. Évidemment, moi, comme je suis dans une école primaire, parfois il y a des problématiques qui sont davantage liées aux enfants, aux émotions, à l'épuisement et à l'énergie de l'enfant. Tandis que je pense qu'au niveau adolescent, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu moins de personnes qui pleurent souvent, ou des choses comme ça, par exemple. Ouais. Avec les enfants, bon, c'est très facile de pleurer et tout. Et du coup, bon, tu es dans une école bilingue. Est-ce que tu as une idée sur les écoles où ils font le FLE, français langue étrangère, et comment ça se passe? Moi, je connais surtout les établissements scolaires, donc école primaire, et un petit peu collège, lycée. Mais sinon, si on veut étudier le français, c'est souvent, comme je le disais tout à l'heure, dans les instituts français, dans les alliances françaises, il y a des écoles de langue privée aussi. Mais parce que sinon, les universités sont quand même publiques. Et souvent, on trouve des Sprachenzentrum, donc des centres de langue, où il peut y avoir le français qui est proposé. Et si ce n'est pas le cas aussi, on peut souvent étudier les langues, par exemple le français, dans les Volkshochschule. Donc c'est les sortes d'universités populaires qui s'adressent à tout le monde. Il peut y avoir des tarifs réduits aussi. Voilà, on peut aussi retrouver du français. Moi, dans ma région, c'est le cas, par exemple, en Rhénanie-Palatinat-Rheinland-Pfalz. En France, c'est vrai que souvent, en fait, pour les personnes qui passent le baccalauréat, souvent, ensuite, les enfants sont encouragés par les parents, etc., à suivre des études tout de suite après le lycée. Tandis qu'en Allemagne, c'est vivement encouragé plutôt soit de prendre une année pour voyager, soit de faire un service civique, ou éventuellement ça peut être aussi un service militaire, mais c'est souvent un service, un Freiwilligendienst, donc un service civique qui peut être dans le champ de la culture, dans le champ de l'environnement, dans le champ du social, et ça dure 1 an. Donc entre l'abitur, le baccalauréat et l'université ou la Ausbildung, donc la formation en alternance, les jeunes Allemands voyagent ou font une année de volontariat, voilà, ont une expérience intermédiaire. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant en termes de modèle, et que souvent les Français et les Allemands ont du mal parfois à comprendre les différences à ce niveau-là. Mais c'est vrai que comme ça crée un système différent qui permet de réfléchir un petit peu pour le jeune
à ce qu'il veut faire après, professionnellement, au niveau des études, parce que tout le monde n'est pas mûr justement à 18, 19, 20 ans. Et voilà, c'est une des originalités du système allemand qui se retrouve aussi en Autriche, parce qu'en Autriche, c'est pareil, il y a une année, alors là pour le coup c'est vraiment, il me semble, soit le service civique, soit le service militaire. Donc les jeunes ont la possibilité de choisir. Par exemple, moi j'avais rencontré un Autrichien qui était en service civique culturel à l'Institut d'histoire d'Autriche à Paris, je crois, en lien avec l'ambassade d'Autriche. Et si tu étais allemande, est-ce que tu aimerais choisir service civique ou bien service militaire? Moi, je pense que je choisirais plutôt le service civique dans le champ de la culture parce que c'est vraiment ce que je préfère. Okay. Mais en Autriche, il me semble que c'est vraiment plus ou moins obligatoire, tandis qu'en Allemagne, c'est quand même plus informel. Okay. C'est-à-dire qu'on va pas, il me semble qu'on ne va pas obliger les Allemands, ouais. Mais on va très fortement pousser et les parents ne vont pas du tout dire c'est bon, tu as l'habitour, maintenant tout de suite tu fais les études, comme en France ça peut être le cas. Okay. Non, ils vont dire voilà, maintenant tu peux réfléchir pendant un an, tu fais un service ou tu voyages, tu fais quelque chose et ça peut être les études, mais ça peut être aussi autre chose et ça peut être tout aussi bien. Très bien, voilà, c'est super. Merci beaucoup Pénélope pour avoir expliqué, au moins donner un avis général sur le système éducatif allemand. Donc merci d'avoir passé. Et là, donc nous allons terminer notre session avec quelques mélodies, quelques performances de Chiara, qui est italienne, assistante ambassadrice de l'Italie. Donc, elle a aussi chanté une très mélodieuse voix. I heard I was a secret chord that David played, and you pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major left, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Well, I heard I was a secret chord David played, and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major left, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Oh, j'ai tellement aimé ça. Merci beaucoup les gars. Une fois encore, je suis Elvis Yati, assistant ambassadeur du Ghana, et je suis aussi assistant de langue anglaise dans l'Académie de Poitiers, plus précisément dans le lycée Joseph Desfontaines à Mel. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, c'était l'épisode 7 du podcast Catalogue de l'assistant. Donc, ceci est diffusé tous les mercredis et vendredis à partir de 18h de Paris, 17h, heure de temps universel. OK? Donc, rendez-vous tous les mercredis et les vendredis. Donc, je vous aime tous. Bisous, bisous, bisous. Au revoir et je vous souhaite tous une bonne soirée.